Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du Réseau rural national qui est cette fois consacré aux territoires ruraux situés dans les montagnes et massifs. Aujourd'hui, donc, nous allons pouvoir, à travers cette session qui réunit plus de 80 personnes, intervenants, participants, qui soient universitaires, membres de collectivités, d'associations, membres du réseau rural et aussi différents réseaux ruraux régionaux de présent. Merci à tous votre participation et vous pouvez pendant toute la période des différentes interventions poser vos questions que l'on pourra reporter après chaque intervention et il y aura à la suite de ces différentes interventions qui permettront de voir différentes facettes en fait de cet aspect thématique montagne à travers des fonds qui peuvent être issus du FEADER, mais aussi d'autres types de fonds et les dynamiques que cela peut créer entre les différents membres qui sont aussi des membres du réseau rural et peut-être aussi des membres qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas en fait ces dynamiques-là et qui peuvent mieux les connaître et mieux les découvrir grâce aux témoignages des différents participants. Donc nous aurons donc pendant cette première heure qui est en format intervention la présentation du fonds Avenir Montagne dans ces deux volets, ingénierie et investissement. Présentation qui sera faite donc par Julie Braillé-Mancor, qui est chef de projet montagne à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc, bonjour Julie. À la suite de quoi donc, nous aurons le regard d'Emmanuel Georges, qui est chercheur en économie territoriale à l'INRA de Grenoble, dans l'unité l'ESSEM, qui est le laboratoire écosystème et société en montagne, et spécialiste des territoires touristiques de montagne, notamment ceux fortement structurés autour de l'économie des sports d'hiver. Donc justement pour bien illustrer aussi un des thèmes qui est très présent aussi, qui est les transitions et l'avenir des stations de ski. À la suite de quoi nous aurons un autre regard et qui là concerne un projet qui a été financé par le réseau rural national, le FEADER, ces dernières années et qui aujourd'hui communique de nombreux résultats, a structuré de nombreuses actions. Et donc nous aurons Lionel Viard de la Chambre d'agriculture et Françoise Alric des communes forestières qui nous présenteront un aspect de tout ce travail et des connexions qu'il peut y avoir aussi avec les dynamiques en territoire montagneux et massif. Et un autre témoignage d'acteurs qui sera en fait un territoire lauréat justement du programme Avenir Montagne. Donc merci à Philippe Terrancle, directeur, et Séverine Marco, qui est secrétaire générale de l'association de préfiguration du PNR de Comminges Pyrénées-Barousse. Donc merci pour aussi cette intervention et qui nous montre vraiment sur le terrain aussi comment se passent les choses et donne une illustration parmi d'autres des dynamiques qu'il peut y avoir et même de l'ouverture qu'il peut y avoir aussi vers d'autres types de partenariats ou d'acteurs. C'est des choses assez intéressantes pour nous tous. Et merci aussi à Bruno Houdard, qui est secrétaire général des Hauts de l'île de la Réunion et qui permettra aussi d'apporter un autre regard, une ouverture sur des types de financement que le FEADER peut apporter dans les territoires ruraux et les massifs, par exemple du réseau régional de l'île de la Réunion. Bonjour à Marlène Prianon et bonjour à vous Bruno et merci pour votre participation. Donc à la suite de quoi on aura une partie atelier où là vraiment tout le monde basculera sur un mode visio, un mode interaction et n'hésitez pas aussi si vous n'avez pas le temps de poser les questions sur le mur pendant les interventions, on prendra un temps pour revenir sur vos questions plus particulières par la suite. Voilà, donc Julie, je vous passe la parole pour la présentation du fonds Avenir Montagne. Et en plein dans l'actualité. Merci David. Donc bonjour à toutes et à tous. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Parfait. Donc je vais partager mon écran si j'y arrive. Ah, alors excusez-moi David, mais j'ai le partage qui est désactivé. C'est bon. Normalement, c'est Ouais, bon. Voilà. ça y est, c'est bon. Alors, je vais essayer de... Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça fonctionne? Oui, Ok, parfait. oui. Donc, je m'appelle Julie Braillard-Mancor, je suis chef de projet montagne à la direction territoire et ruralité de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et je vais vous parler d'avenir montagne. De façon, j'allais dire plus précise, je vais d'abord le resituer dans le plan interministériel Avenir Montagne.
Puis ensuite, je vais vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est aussi, globalement. Je ferai ensuite un focus sur le dispositif, le programme Avenir Montagne Ingénierie, qui est piloté au niveau de l'ANCT, et également un focus sur Avenir Montagne Mobilité, qui est un appel à projet piloté également au niveau de l'ANCT dans ce contexte et qui peut intéresser certains territoires présents. Alors, le plan Avenir Montagne, c'est donc un plan interministériel qui a vocation globalement à accompagner les acteurs de la montagne vers une offre touristique résiliente et durable et qui soit une offre qui est aussi adaptée aux spécificités de chaque massif. Donc, pour revenir un petit peu sur l'origine de ce plan, je vais essayer de vous dresser à grands traits un petit peu quels sont les enjeux et auxquels souhaite répondre ce plan. Donc, on parle en fait des massifs de montagne. En France, on en a 9. C'est plus du quart du territoire national. C'est plus de 8600 communes qui sont également situées en zone de massif et c'est 10 millions d'habitants qui résident. Donc, on a des vrais enjeux de cohésion des territoires liés à ces massifs montagneux, avec une importance particulière, puisqu'on a à la fois des aménités qui sont très importantes et qui sont une source j'allais dire, de renouveau, d'évasion pour les Français, en particulier dans une société actuellement confrontée à un certain nombre de déséquilibres sociaux, sanitaires, environnementaux et qui prend toute son importance dans la crise qu'on a vécue dernièrement, mais qui a des atouts en matière de qualité de vie, mais qui a aussi des handicaps liés à la géographie, en particulier des massifs de montagne, le relief, le climat, l'enclavement, et l'ensemble à la fois de ces aménités et de ces handicaps a été reconnu très tôt dans les années 80 par la loi montagne de 85 qui a été renouvelée par la loi de montagne de 2016. Et c'est la loi montagne qui définit la notion de massif et un certain nombre de spécificités en termes de gouvernance qui va au-delà des départements, au-delà des régions, en termes d'outils aussi avec un certain nombre de dispositifs en matière d'urbanisme et aussi de possibilités d'expérimentation au niveau réglementaire. En termes de cohésion des territoires, c'est aussi un enjeu important et sur lequel, en fait, on peut jouer, j'allais dire, on a la main sur un certain nombre d'enjeux, à la fois au niveau du tourisme, mais aussi au niveau des espaces en termes de paysages, de territoires et de biodiversité. Je vous ai remis quelques chiffres. Excusez-moi, Julie, Ouais. juste, on n'a pas du tout l'affichage de des slides qui Ah, défilent. En fait, on reste sur la ok. première et on n'a pas la suite pour. Alors, est-ce que là, ça bouge? Non. Alors, attendez, je vais vous repartager. Alors, excusez-moi, c'est toujours un peu. Est-ce que là, vous l'avez? Oui, 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 là, Ok. on a 9 passifs. Bon, je vais essayer. Je me suis peut-être trompée de flèche. Donc, voilà. Donc, je voulais juste souligner qu'en fait, en termes de tourisme, les massifs montagneux, c'est plus de 20 milliards de retombées économiques, c'est 120 000 emplois, que la France, elle est dans le top 3 des domaines skiables les plus fréquentés au monde, qu'on a 350 stations de ski, 8 000 pistes de ski et qu'on a 19% de la clientèle touristique qui est accueillie en montagne chaque année. Donc, c'est un secteur touristique majeur au niveau français. Mais les montagnes, c'est également un enjeu majeur en termes de paysage, de terroir et de biodiversité. C'est 2 tiers couverts par les forêts, plus d'un tiers de terres agricoles, mais c'est aussi en fait des espaces naturels protégés importants avec 7 parcs nationaux, 18 PNR, sans compter les grands sites aussi qui sont préservés. Donc c'est un véritable enjeu de biodiversité. C'est aussi un enjeu en termes de ressources en eau, avec des châteaux d'eau naturels qui jouent la solidarité en termes d'approvisionnement en eau sur l'aval des montagnes, hein, dans les vallées bien sûr. C'est aussi des paysages qui sont majeurs et protégés. Et c'est aussi des potentiels de développement en termes de filières sur la forêt, l'agriculture,
découvrir les savoir-faire artisanaux, etc. Et donc, en fait, quand on pense le tourisme en montagne, le tourisme n'est pas un tourisme hors sol, c'est un tourisme qui est ancré dans les territoires de montagne. Euh, alors, ah bah, du coup, ça défile plus chez moi. Attendez. Alors, est-ce que là, ça défile? Est-ce que vous Là, m'entendez? là oui, on est sur Ouais, les enjeux et objectifs. d'accord, ok, c'est bon. D'accord, donc je vois où ça marche. Ok. Donc on a des vrais enjeux touristiques, comme ça a été mentionné, et la crise sanitaire, en fait, a néanmoins agi comme un révélateur des fragilités de ce modèle touristique en montagne. On sait depuis un certain temps qu'il y a des enjeux, si vous voulez, de renouvellement des clientèles, puisqu'en fait, on a une fréquentation hivernale qui stagne, une moyenne d'âge des pratiquants de ski, en particulier du ski alpin, qui est en hausse. Donc, on a un enjeu de faire revenir les jeunes en hiver à la montagne, mais aussi on a un enjeu de très forte dépendance aux activités liées à la pratique du ski et des sports en hiver. Donc, avec un enjeu aussi de diversification et de désaisonnalisation, pardon, du tourisme en montagne, et également des enjeux liés à l'hébergement touristique qui est vieillissant, qui est de moins en moins commercialisé et qui doit être rénové. Donc on a également un enjeu d'adaptation aussi au changement climatique qui est majeur, puisqu'en fait, on a un enneigement naturel qui est soit en baisse, soit de plus en plus imprévisible. Et donc, il y a un vrai enjeu d'adaptation et de résilience à cette dynamique, avec en regard des enjeux de résilience en termes de transition écologique, de valorisation des patrimoines naturels, culturels et paysagers dans l'attractivité touristique qui permettra qu'il y ait un vrai levier de diversification de l'économie en montagne, et également des enjeux de prévention et de restauration du patrimoine naturel pour limiter l'empreinte écologique des activités touristiques et limiter les empreintes éventuelles de surfréquentation dans certains lieux en montagne. Fort de ces différents constats, a été lancé en mai 2021, suite à un certain nombre de concertations des acteurs de la montagne lancées en novembre 2020, un plan d'accompagnement des territoires de montagne avec un objectif de favoriser la transition de ce tourisme en montagne vers un modèle qui soit plus durable, plus résilient et plus diversifié. Ce plan interministériel a été construit autour de 3 axes stratégiques. Un axe lié à la diversification de l'offre touristique et la reconquête ou la conquête de nouvelles clientèles, l'accélération de la transition écologique des activités touristiques de montagne et la dynamisation de l'immobilier de loisirs pour enrayer ce qui s'appelle la formation des lits froids, sur lequel peut-être Emmanuel reviendra, c'est-à-dire en fait des lits touristiques qui ne sont occupés que très peu de temps dans l'année. Ces axes prioritaires sont déclinés dans le plan en 14 mesures. Je vous ferai l'économie, je ne vais pas vous les détailler, vous les retrouvez dans un dossier de presse qui est publié et qui est publié aussi sur notre site. Et dans ces 14 mesures, on a 2 mesures transversales, dont la première est la création d'un fonds Avenir Montagne. Ce fonds, il est doté de 331 millions d'euros sur 2 ans. Alors pourquoi sur 2 ans? On sait qu'on travaille sur des questions de transition qui s'intègrent dans un moyen et un long terme, mais en fait, on a 2 ans de financement sur le fonds de relance pour créer une dynamique, enclencher des choses ou amorcer des changements là où il pourrait y avoir certains blocages. Et donc, ces 331 millions d'euros du Fonds Avenir Montagne, en fait, ils se déclinent en 2 mesures majeures. Une mesure d'investissement avec 300 millions d'euros qui sont financés à part égale par l'État et les régions, l'ensemble des régions concernées par les massifs, et qui donc vont cofinancer les CPER et en pratique vont venir doubler les enveloppes des contrats de plan État-région liés au massif.
en métropole. Alors, je le précise parce qu'en fait, cette partie investissement a été justifiée dans les fonds de relance du fait de la crise Covid qui a mené à la fermeture des remontées mécaniques. Donc, les massifs ultramarins ont été de fait moins concernés par leur géographie. Et un volet, donc au-delà du volet investissement, un volet d'ingénierie qui est financé à hauteur de 31 millions d'euros, avec 20 millions sur la relance et 11 millions par la Banque des Territoires, et qui, lui, s'adresse à l'ensemble des massifs ultramarins, métropolitains et ultramarins, pardon, avec 3 dispositifs d'appui en ingénierie. Le programme Avenir Montagne Ingénierie, qui est piloté par l'ANCT, et puis 2 appels à projets, 2 appels à manifestations d'intérêt thématiques dédiés aux questions de mobilité en montagne et à l'immobilier de loisirs en montagne. Juste pour vous donner une photo de là où on en est, donc puisque ce programme, l'ensemble de ces programmes ont été lancés fin mai 2021. En mars, c'est-à-dire, voilà, on a fait un petit point en début de mois. Ce qu'on peut dire, c'est sur le volet investissement, on a déjà 50 millions d'euros de crédits État qui sont engagés au bénéfice de 140 projets. Qui sont répartis sur l'ensemble des massifs métropolitains, qui sont concentrés sur un peu moins de 3/4 sur les axes liés à la diversification du tourisme, et puis ensuite sur la question des transitions écologiques et sur l'axe également de la rénovation et de la transformation de l'habitat touristique. C'est le petit camembert que vous avez en photo. L'ensemble des points que vous voyez sont répartis par axe et peuvent vous donner plus d'informations sur le type de projet. Vous avez une carte interactive qui vous permettra de cliquer sur l'ensemble des projets pour en savoir plus et qui est indiqué en page 7 du dossier de presse dont je vous ai mis le lien et que vous aurez. Sur l'ensemble de ces projets, on en a en fait plus de 5 millions d'euros de parts État. Hein, je ne compte pas les parts régions, puisqu'en fait, elles sont financées sur 2021 et 2022, qui sont en faveur de la restauration des sentiers et de la mise en valeur et de la protection de la biodiversité. Et vous en avez 7 millions et demi qui sont en faveur du thermalisme. Je le souligne, puisqu'en fait, on a des engagements sur ces 2 sujets de pouvoir mobiliser 10 millions d'euros sur ces 2 sujets. Sur le volet ingénierie, donc Avenir Montagne Ingénierie, ah oui, sur le volet investissement, j'ai oublié de vous souligner, 50 millions d'euros, c'est 2021, donc on a engagé tout ce qu'on devait engager en 2021, et en 2022, on engagera 100 millions d'euros de la part État. Donc sur le volet ingénierie, on a sélectionné début mars, on a fini la sélection des 62 lauréats avec 32 lauréats sélectionnés en octobre 2021 et 30 fin février 2022. Et donc, vous avez une carte qui vous permet de les situer sur l'ensemble des massifs. Ce qu'on peut dire en termes de structure porteuse, c'est qu'on a environ la moitié qui sont portés par des communautés de communes ou des regroupements de communautés de communes, et puis un quart qui sont portés par des PETR ou des syndicats mixtes, et puis un petit 5e porté par des parcs naturels régionaux. En termes d'appels à projets thématiques, on a 2 vagues d'appels à projets. Sur la mobilité, la première vague a été lancée fin 2020, en 2021, pardon. On a 58 projets lauréats. Vous avez une carte qui vous permettra de les resituer. Et puis, sur la deuxième vague, je reviendrai dessus, va être lancée incessamment sous peu. Et sur la partie rénovation immobilier de loisirs qui est portée donc par Atout France, on a une première vague de 25 stations lauréates. Là, c'est spécifiquement sur les stations de ski. Et la deuxième vague, là, on est sur un programme qui va se dérouler sur 5 ans, sera lancé dans, a priori, 2 ans.
Vous avez dans le dossier de presse que je vous ai mis en référence, en fait, la déclinaison de l'ensemble de ces dispositifs par massif. Donc, si vous vous y référez, vous pourrez retrouver vos petits sur vos territoires pour savoir combien de territoires et où sont les territoires lauréats d'Avenir Montagne Ingénierie, où sont les territoires qui sont lauréats sur l'appel à projet mobilité et où sont éventuellement les stations de ski qui sont lauréates du volet immobilier de loisirs. De la même façon, vous avez également des analyses qui sont données sur la répartition des investissements que je vous ai remis pour mémoire et pour exemple, pour voir un petit peu ce que vous aurez comme illustration. Et là, on est toujours sur l'exemple du massif des Alpes, mais vous avez la même chose sur les autres massifs. Également, je ne vais pas détailler, mais je vous ai remis pour mémoire quelques exemples un petit peu de projets pour savoir de quoi on parle en pratique. Donc là, par exemple, sur le volet Avenir Montagne Ingénierie, vous avez des lauréats sur la première vague, avec le lauréat porté par donc les domaines nordiques, les associations ENJ et les grandes traversées transjurassiennes qui portent un projet autour des grandes itinérances avec la mise en place d'aménagements expérimentaux parce que, pour accueillir les touristes en itinérance, puisque c'était une des problématiques majeures sur le massif, qui est la première convention qu'on a signée, et également pour La Réunion, un exemple avec le projet porté par la communauté de communes de la CIREST, de l'Est de La Réunion, sur le cirque de Salazie, pour dynamiser le tourisme sur cette zone-là et mieux l'intégrer dans le tourisme et l'offre touristique des Hauts de La Réunion. Ensuite, vous sont donnés quelques exemples à gauche sur les ors, sur l'immobilier de loisirs, sur le Briançonnais à droite, sur l'appel à projet des mobilités, qui permettra de favoriser le développement des mobilités dans la vallée de Serre-Chevalier, pardon, puisque c'est la Comcom du Briançonnais, et puis quelques exemples aussi de projets financés sur le volet investissement dans certains massifs, avec un projet, en fait plusieurs projets de restauration de sentiers de randonnée dans le parc national des Pyrénées, la rénovation des thermes de la Bourboule, le traitement d'une grosse friche touristique dans le massif des Vosges, avec un vrai effet levier sur cette problématique-là, et puis également un projet au niveau du massif de Corse pour valoriser dans l'offre touristique le patrimoine culturel dans ce massif. En pratique, Avenir Montagne Ingénierie, qu'est-ce que c'est? C'est donc un projet qui va s'adresser à 62 territoires de montagne pour développer, renforcer, dynamiser leur stratégie de développement touristique afin qu'elle soit adaptée aux enjeux de transition écologique dont on a parlé précédemment et aux enjeux aussi de diversification touristique. Donc, en pratique, ce programme, il est piloté par la NCT, mais il est porté par 3 ministères, le ministère de la Cohésion des Territoires, le ministère de la Transition écologique et également la mission tourisme portée par le ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est un programme donc financé par l'État au travers de la relance et par la Banque des Territoires pour un tiers. Les principes de ce programme sont de partir des territoires. On essaye du mieux possible d'être dans une approche ascendante. C'est aussi de se reposer sur la volonté des territoires de construire ce projet. Il n'y a rien qui soit dogmatique ou imposé, c'est le territoire qui est volontaire pour s'inscrire dans cette dynamique, de travailler sur une démarche globale et multithématique de l'offre touristique et qui soit ancrée sur son territoire, de s'adapter également aux enjeux propres de chaque massif, de mettre en action le principe de la différenciation que vous connaissez tous, et également de mobiliser les commissariats de massif, puisque c'est eux qui vont piloter le programme au niveau local. Pour le cas particulier de la Corse, où il n'y a pas de commissariat, c'est le SGAC qui jouera ce rôle.
d'animation en s'appuyant sur les DDT et évidemment en lien direct avec les territoires. Et côté ultramarin, dans les DROM, il manque un R, vous m'excuserez, c'est les SGAR en lien avec les services de l'État, en pratique l'idéal et en lien direct avec les territoires concernés. Les mesures clés du programme Avenir Montagne, c'est un chef de projet financé sur 2 ans par territoire retenu, une offre d'ingénierie transversale et thématique sur laquelle je vais revenir assez rapidement, et puis un dispositif de mutualisation et de partage d'expériences inspirantes. Le chef de projet, alors je vais passer assez vite puisque en fait certains, enfin les lauréats sont déjà maintenant connus sur ce programme-là, mais en pratique en fait on a une dotation financière sur 2 ans pour financer un chef de projet qui permettra de piloter le projet de transition durable, de coordonner le projet et ce chef de projet sera aussi coaché, accompagné au niveau méthodologique en termes de gestion de projet et aussi en termes de formation, en particulier sur les sujets de transition. L'offre de service, elle est construite actuellement avec une vingtaine de partenaires que je vous ai indiqué là. C'est une offre qui est vivante, c'est-à-dire qu'on a publié un premier socle d'offres le 16 décembre pour que les territoires sachent sur quelle ingénierie ils peuvent s'appuyer, mais qui a vocation à évoluer, à s'enrichir pour répondre au mieux aux besoins des territoires qui seront remontés d'ici là et également à la volonté et à l'appétence des partenaires de rejoindre l'équipe d'Avenir Montagne Ingénierie. Je vous ai remis juste pour mémoire à quoi ressemble le catalogue des mesures d'offres et des mesures d'offres de services. Vous avez un lien et donc il est en ligne. Vous pourrez aller voir un petit peu plus sur chaque offre de service publiée à l'heure actuelle. Et en fait, on va travailler à la fois sur l'accompagnement du territoire qui en fait la demande pour être accompagné sur la démarche de transition, mais également sur différents thèmes. Ça peut être les mobilités en complément aux services, les mobilités et l'accessibilité aux services de l'offre touristique, mais c'est également et surtout le développement des atouts d'attractivité liés au patrimoine naturel et culturel dans l'offre touristique, le développement des activités de pleine nature, la valorisation des secteurs agricoles, forestiers, artisanaux dans l'offre touristique et l'intégration aussi évidemment du tissu économique et commercial dans la dynamique. Dans le secteur de la montagne, les questions de sécurité et de sécurisation des activités sont aussi importantes. Et donc, on a un partenariat, vous l'avez vu, avec la gendarmerie, mais qui aura vocation aussi à s'étoffer sur ces sujets-là. Ce qui est important, c'est que chaque territoire lauréat, on en a un qui est présent aujourd'hui, mettra en place ou met en place ou a déjà mis en place pour la première vague un comité de projet qui permettra en fait d'avoir une gouvernance de projet pour discuter du projet, favoriser aussi la mobilisation de l'accompagnement et aussi se donner des priorités pour aller chercher dans la boîte à outils de ce catalogue d'offres de services. Le troisième volet qui est important, c'est la mutualisation et le partage d'expériences qui va se faire par le biais pour le moment d'une plateforme numérique qui est en cours de développement et qui va ouvrir ce mois-ci, qui sera non seulement un outil collaboratif de suivi de projet, mais aussi un espace de partage de documents de référence, de guides, de projets inspirants et sur lequel je vous invite également sur lesquels je vous invite à contribuer. On est tout à fait preneur d'expériences riches en ce domaine. Je voulais vous dire un mot également d'Avenir Montagne Mobilité. Sans être trop longue, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Juste vous dire en quelques mots que cet appel à projet, il est donc doté de 10 millions d'euros. Il se déroule en 2 vagues. Je vous ai déjà parlé de la première vague. La deuxième vague va être lancée la semaine prochaine, le 4 avril, avec des dépôts de dossiers jusqu'au 28 mai. Il est ouvert aux collectivités, aux autorités organisatrices de mobilité, ainsi qu'à leurs partenaires privés dans les massifs. Et il permet un soutien financier à hauteur maximum de 50% du projet et plafonné à 200 000 euros avec un accompagnement technique du CEREMA. Je vous ai mis un petit peu plus d'informations sur lequel on pourra revenir. Et vous avez donc un peu d'informations sur les territoires éligibles. Ce sont les massifs,
tous les massifs français. Ce sont les territoires de densité intermédiaire, peu dense et très peu dense. Donc, vous avez la carte du zonage rural. En gros, ce sont tous les territoires en vert et en rose clair. Vous avez le lien pour avoir la liste des communes pour savoir si vos territoires sont éligibles ou pas. Et puis, en termes de porteurs de projets, ce sont donc les personnes morales qui, le plus simplement, sont détentrices de la compétence sur la mobilité ou qui sont en cours de le devenir, ou bien qui ont un accord avec la région qui est autorité organisatrice de la mobilité pour travailler sur ce sujet. C'est-à-dire que tout doit se faire dans le respect de la loi sur les mobilités pour que les personnes qui investissent sur le sujet de la mobilité aient directement la compétence ou qu'on leur ait confiée. De la même façon, un porteur privé pourra porter un projet si il a un accord et une demande de délégation à ce niveau-là. Ce qui est financé, ce sont des projets durables et innovants qui s'ancrent dans les territoires et dans une stratégie globale du territoire pour bénéficier aux habitants, aux touristes qui sont dans les montagnes et aussi des projets un peu innovants qui permettent soit de répondre aux enjeux de mobilité, soit de répondre à une volonté de développer des dynamiques de démobilité. Euh, sur l'aide financière, je pense que je vous en ai parlé. De toute façon, vous aurez plus d'informations. Je vous invite à être très vigilant la semaine prochaine sur la plateforme Démarche simplifiée pour l'ouverture des candidatures. Toutes les informations seront aussi sur notre site internet. C'est donc un premier dépôt du 4 avril au 28 mai. Ensuite, il y aura un accompagnement par les cellules régionales France Mobilité pour vous accompagner dans la maturation du projet, dans la finalisation du projet et un dépôt définitif le 14 septembre. Pour toute question, vous n'hésitez pas à nous contacter et je suis disponible pour des questions. Merci. Et je vous remercie. Oui, c'est tout bon pour moi. C'est tout bon. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces informations, cette actualité aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont assez récentes. Le communiqué de presse que l'on mettra en ligne aussi sur le site du Réseau rural national et la plupart des sources et présentations que vous aurez en fait seront présentes sur le live qui sera disponible bientôt. On vous enverra tous un mail avec ces informations. Juste une petite question, donc par rapport à tous ces territoires qui ont été lauréats, il est possible, par exemple, pour une association, pour une structure qui n'était pas forcément avant dans ce partenariat, de pouvoir contacter le chef de file qui est indiqué et pourquoi pas nouer en fait sur les années à venir, rejoindre en fait cette dynamique d'acteurs. C'est bien ça. Alors, au niveau national, oui, sur l'offre de services qui va être offerte à l'ensemble des lauréats. Et au niveau local, les territoires sont connus. Maintenant, si certaines associations ou certains territoires travaillent sur les mêmes sujets, le comité de projet, il est là aussi pour intégrer les dynamiques en cours et donc, effectivement, contacter le territoire porteur en disant, bah, tiens, moi, sur le territoire, je travaille sur ces sujets-là, je serais intéressé de participer au comité de projet. Je dirais que ça se gère localement, mais ça me semble aller tout à fait dans le bon sens. Ensuite, si vous avez des partenaires de type association qui peuvent répondre en partie à certaines questions, dans le catalogue d'offres de services, les modalités d'intervention sont précisées, c'est-à-dire que certaines activités sont prises en charge directement par les partenaires, certaines offres de services sont cofinancées par la NCT ou la Banque des territoires ou prises en charge directement par des bureaux d'études sur les lots. Donc ça, c'est vraiment précisé. Et s'il y a des questions, le mieux, c'est soit de contacter le territoire, soit de contacter les commissariats de massif, ou nous, si vous n'arrivez pas à les trouver, et on vous renverra localement vers nos collègues qui sont présents sur le territoire. D'accord. Et j'ai une autre question sur s'il existe donc des dispositifs spécifiques à l'agriculture. Alors,
il y a des offres de services sur le sujet de l'agriculture et notamment la PCA et la FNCOFOR sont partenaires du programme. Pour l'instant, on n'a pas de ligne de financement spécifique sur le sujet de l'agriculture, mais si par exemple le territoire souhaite développer par exemple les circuits courts ou par exemple la mobilisation de la filière forestière dans la construction de son habitat touristique, enfin je donne des exemples comme ça, il peut tout à fait solliciter soit l'aide de la PCA, soit de la FNCOFOR, soit solliciter une expertise par un bureau d'études sur ce sujet-là. Alors, dans le catalogue d'offres de services, quand il s'agit de cofinancement d'études, enfin, les informations sont données, mais enfin, on a un plafonné des enveloppes. Voilà. Hmm. D'accord, merci Julie. On reviendra dessus et il y a notamment une question et ça va faire la transition avec donc Emmanuel Georges. Une question assez générale et qu'on pourra reprendre après dans l'atelier, c'est quelle cohérence, et qui vous concerne tous, quelle cohérence à l'échelle d'un massif faut-il pour éviter que les stations ne soient pas trop en concurrence entre elles? Et quelle est la bonne échelle pour fédérer en fait ces différents acteurs? Donc ça peut être une bonne question après peut-être à reprendre quand on passera en atelier. Mais donc je vous passe la parole, Emmanuel Georges, pour Merci. votre éclairage. Merci. Vous me direz quand vous voyez mon écran diaporama. Alors, je le Oui, vois. ça a l'air Essayez bon. de bouger un slide pour voir si... C'est bon, Voilà, c'est bon, ça tout fonctionne. bouge. Merci d'abord de l'invitation à intervenir dans ce séminaire et bonjour à toutes et tous derrière vos écrans. Je vais intervenir sur les questions de transition des territoires de montagne avec un certain prisme et je vais y revenir. Donc, je suis Emmanuel Georges, je suis chercheur à INRAE à Grenoble, donc dans une unité qui s'appelle le LESSEM et je suis plutôt en termes disciplinaires économiste territorial, donc avec une approche je dirais, d'économistes plutôt qualitatives. Alors, j'ai beaucoup travaillé, je continue à travailler sur les stations de montagne, donc plutôt des territoires qui sont structurés par une forme de tourisme très concentré. Et mes thèmes de recherche sont plutôt sur les questions de gouvernance, les questions d'adaptation des stations au changement climatique, et je vais y revenir tout de suite après. Et puis également ces questions de diversification touristique. J'ai beaucoup travaillé sur le massif des Alpes autour de ces questions-là. Alors, dans le temps de cette présentation qui est courte, l'idée c'était de mettre un peu une focale sur la question de la transition, de l'adaptation dont on parle beaucoup aujourd'hui et Julie vient de développer le programme Avenir Montagne où ces termes sont largement mobilisés et je souhaitais, parce que je n'ai pas le temps de développer tous les enjeux aujourd'hui auxquels sont confrontées les stations, mais plutôt de prendre l'angle d'attaque du changement climatique et de l'adaptation à un changement climatique dans les stations pour mettre en discussion la notion de transition et d'adaptation et plutôt, je dirais, vous livrer les réflexions que ça m'amène à la fois en termes de définition de ce qu'on peut mettre derrière le terme de transition, les accompagnements qu'on peut aussi réfléchir pour les soutenir et puis derrière un peu les points de vigilance en tous les cas, les point de repère quelque part que ça peut amener. Donc, c'est vraiment une proposition de discussion qui est appuyée sur des travaux autour des stations, mais je pense que ça peut rejoindre pas mal de préoccupations de territoires ruraux autres où le tourisme est différent ou où le tourisme est peut-être pas présent du tout d'ailleurs en termes de logique de développement. Alors, en termes d'adaptation au changement climatique pour ces stations de sport d'hiver, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de débats, de controverses au début des années 2000 sur la réalité du changement climatique. Aujourd'hui, ça s'est acté. Les débats, il me semble, portent plus sur quelle stratégie mener, quelle logique avoir par rapport à cette adaptation-là. Et c'est un peu le point d'entrée que je vais avoir tout le long de mon propos, avec une réalité très claire pour les stations de montagne. Aujourd'hui, on a des impacts clairs du changement climatique sur l'économie des sports d'hiver. Il faut peut-être juste se rappeler ce qui peut paraître altruiste, mais que une station de montagne, elle est très météo dépendante et que son produit d'appel, c'est le fait d'avoir de la neige. Et aujourd'hui, un certain nombre de travaux, je n'ai mis ici que les derniers travaux du GIEC, du groupe des experts internationaux du climat,
qui ont en 2019 consacré un chapitre entier à la montagne et où on trouve explicitement dit qu'il y a aujourd'hui des perspectives en termes de projection climatique, des dégradations, des conditions d'enneigement sur les domaines skiables. Alors évidemment, il y a, je dirais, des spécificités selon l'altitude où on est, les orientations, mais enfin, de manière générale, on a cette dégradation. Et donc, du coup, en termes d'adaptation pour ces stations, il y a deux grands types de stratégies et de formes d'adaptation. La première, elle est ciblée sur le maintien de l'enneigement sur les domaines skiables. Donc, le but, c'est vraiment de conserver l'activité économique autour de ces domaines skiables qui sont structurels dans ce qu'est une station. Et donc, la réponse, c'est une production de neige de culture ou de neige artificielle qui permet de pallier le manque de neige naturelle. Et puis, l'autre stratégie, eh bien, c'est de développer une offre touristique hivernale et estivale qui peut être portée soit par des acteurs économiques individuels, soit être soutenue par des politiques de diversification touristique. Le plan Avenir Montagne en est un exemple, mais il existe dans un certain nombre de massifs français des politiques de soutien de cette diversification touristique. Et donc, du coup, par rapport à ces deux grandes stratégies que vous connaissez tous, mais ça m'a interpellée, ou en tous les cas, je voudrais mettre sur la table finalement qu'est-ce qu'est de l'adaptation, qu'est-ce qui est de la transition ou de la résilience. Donc, je me suis essayée à l'exercice finalement de ce qu'on pouvait décrypter en termes de transition ou de nature de cette transition. Sur la production de neige de culture, on est très clairement sur un objectif économique à la base, d'avoir un maintien de l'outil de production. Ceci dit, c'est une adaptation, mais qui a quand même des effets directs et indirects. Premier élément, on mobilise quand même de la ressource en eau, en énergie. Donc, c'est plutôt vu défavorablement puisqu'il faut aller capter et mobiliser cette ressource. Ça a aussi des conséquences sur les capacités d'investissement et de fonctionnement pour je dirais, ces infrastructures qui sont souvent assez importantes financièrement. Et puis, ça a des impacts aussi potentiellement sur la clientèle. Je vous ai mis ici la petite photo qui est plutôt aux États-Unis où vous voyez que skier sur une petite bande comme ça, c'est pas forcément synonyme de satisfaction de la clientèle. Donc, il peut y avoir des reports ou en tous les cas des changements de pratique de la clientèle qui va aller chercher son loisir ailleurs, en montagne, en station, ou aller le chercher ailleurs dans un autre type de destination touristique. Et puis, on a souvent, et vous l'avez entendu à la faveur de cet hiver particulier de 2020, le fait que si on ferme une station parce que problème de neige, eh bien très vite arrivent des indicateurs en termes de marché du travail, d'emploi. Et Julie rappelait les 120 000 emplois qu'on mobilise souvent derrière la filière des sports d'hiver. Donc, pour moi, en tous les cas, quand on la présente comme ça, cette adaptation via la production de neige de culture, c'est plutôt une transition par ajustement, c'est-à-dire qu'on adapte, on fait de la neige, mais l'objectif n'est pas complètement de modifier le modèle économique central. Et certains considèrent d'ailleurs que si on poursuit cette logique-là, je dirais dans le temps très long, on peut arriver à une maladaptation, c'est-à-dire vraiment avoir des effets négatifs en termes économiques, en termes environnementaux. Et donc, ça questionne cette nature d'adaptation par ajustement. Si on prend l'adaptation avec la diversification touristique, c'est aussi quelque part une adaptation par ajustement au démarrage. On a d'abord fait de la diversification hivernale pour compléter le produit ski, le produit neige uniquement sur cette saison-là. Et puis, progressivement, on a vu arriver cette diversification hiver-été, voire aile de saison. On a pu parler à un moment d'un tourisme 4 saisons, mais on l'a assez vite abandonné. Et puis, donc là, on est plutôt dans je développe autour de la station une offre touristique. Et puis, on essaye d'avoir aussi cette offre touristique en été. On a un autre niveau de diversification, et on parlait tout à l'heure d'économie agricole ou forestière, où on aurait pu parler de la culture, c'est cette question aussi de la diversification économique, où là, on va plutôt questionner la place du tourisme dans le territoire. Et je pense que dans le contexte actuel, avec la loi NOTRe, donc avec l'émergence d'intercommunalités assez importantes, mais aussi tous les territoires de projets qui sont soutenus par des politiques publiques, on voit aussi que la place du tourisme
se modifie et peut-être dans certains territoires moins importante qu'elle ne l'a été. Et donc, questionner cette place-là, c'est aller vers une transition peut-être plus structurelle des territoires. Donc, on voit bien que derrière, on peut y mettre je dirais, du sens et de la signification un peu différente. Aujourd'hui, les stations font les deux choses, c'est-à-dire que globalement en France, les stations font à la fois de la neige de culture et de la diversification touristique. Et pour moi, ça pose la question de est-ce qu'il y a simplement coexistence de ces deux stratégies d'adaptation, souvent qui ne sont d'ailleurs pas portées par les mêmes acteurs. Donc, elles peuvent être sur un même territoire en s'ignorant un peu, ou alors être vraiment articulées pour porter une stratégie d'inflexion d'un modèle de développement et aller vers une transition peut-être plus structurelle ou plus de rupture. Donc, selon les territoires, c'est intéressant de regarder le sens qu'on donne à telle ou telle stratégie. Alors évidemment, ça pose la question de la nature de ces transitions. Et en la matière, je pense que l'adaptation, c'est une notion beaucoup plus lisse, beaucoup plus neutre que transition. En tous les cas, dans les territoires stations, la transition, elle fait un peu peur quand même, encore. Elle peut être souvent associée à fin du ski ou transition uniquement écologique. Donc il y a encore, je dirais, des questions de résistance au changement que là, j'aborde sous l'angle des stations, mais je pense qu'on le vit dans beaucoup d'autres domaines. Hein. Ce n'est pas du tout une focale uniquement sur ces stations, mais je pense qu'on est avec des stations qui ont souvent 50 à 60 ans de recul en termes d'existence, avec une histoire, avec des trajectoires d'évolution, et ce n'est pas facile de changer. Donc, il y a une résistance au changement culturellement, dans le sens où on vit sur une économie sport d'hiver, donc ça crée une culture du tourisme particulière, et donc c'est pas évident, mais pour personne, hein, de se dire on va faire un pas de côté. Et puis, c'est aussi des formes de résistance et des verrouillages qu'on peut avoir plus technologiques. Bien, dans les stations de sport d'hiver, il y a un écosystème avec des acteurs qui ont une force plus importante que d'autres et qui peuvent donner lieu à des formes de coalition d'acteurs et qui verrouillent un peu l'innovation ou le changement de logique de développement dans ces territoires-là. L'autre point, c'est que derrière transition ou adaptation, aujourd'hui, on a beaucoup de changement climatique qui est mis en avant et c'est une réalité. Donc, loin de moi l'idée de dire qu'il faut l'oublier, pas du tout. Par contre, c'est un peu un marronnier. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres facteurs d'évolution qui questionnent le devenir des territoires, leur habitabilité, par exemple. Et on a vu les perspectives je dirais, de dynamique résidentielle qui peuvent arriver dans des territoires ruraux, y compris de stations. Donc, c'est des éléments je dirais, à intégrer. C'est aussi les perspectives d'évolution de notre société, du rapport à l'effort. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut arriver à intégrer. Et c'est là où c'est compliqué, puisque finalement, on a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte et ça appelle une approche systémique. Donc, ça, c'est un élément je dirais, important sur la nature de comment les choses peuvent bouger dans une trajectoire d'un territoire, là en l'occurrence une station, avec le fait que derrière la transition, moi je rajoute souvent un S parce que je vous ai mis un petit livre de recettes de cuisine et justement il n'y en a pas, c'est-à-dire que autant dans la manière dont on a fait les stations, on avait une recette, on avait un modèle d'aménagement qu'on a à peu près peu ou prou appliqué de la même manière, là je le dis très rapidement dans la plupart des massifs. Aujourd'hui, dire ce que seront les transitions des territoires de montagne et notamment en matière touristique, personne ne le sait parce qu'il n'y a pas de recette et il y a surtout une diversité de chemins en fonction de ses ressources, en fonction de son histoire, en fonction de ses contraintes aussi. Et donc, pour moi, la transition, c'est vraiment un continuum. C'est pas la fin du ski contre autre chose. C'est vraiment, dans certains cas, et je pense qu'il faut avoir peut-être le courage de se dire que dans certains cas, c'est la fin du ski et comment on en sort dignement et avec une réflexion aussi en termes de développement. Dans d'autres cas, c'est sans doute le renforcement et la poursuite. Et puis, l'essentiel des situations, ça va être entre deux, où on va mixer du tourisme avec autre chose, du résidentiel, mieux travailler les connexions à la forêt ou à l'agriculture ou à l'environnement. Et donc, c'est tous ces chemins qu'il faut arriver
à construire, avec des processus qui se font à des échelles temporelles quand même très variables. Il faut arriver à articuler des projections dans le futur qui sont sur des pas de temps longs, mais en même temps en gérant la situation actuelle, et donc qui sont dans des temps courts avec la mise en place, je dirais, de réflexions très inscrites dans le temps actuel, et puis qui s'articulent aussi sur des échelles spatiales particulières. Souvent, on est à une échelle de territoire de projet et il faut arriver à territorialiser les choses parce que les impacts, par exemple, du changement climatique, même si on est dans un même territoire, ne se font pas sentir de la même manière à l'échelle infraterritoriale. Donc, il y a vraiment presque cet attendu d'avoir une approche territoriale et une approche temporelle, ce qui évidemment n'est pas toujours facile à faire. Et du coup, c'est ma dernière slide pour rassurer David, peut-être. Ça pose la question de comment on accompagne ces transitions, comment on les manage. Il y a beaucoup de travaux sur les transitions à des échelles plutôt de grandes agglomérations ou de métropoles à l'échelle internationale. Quand on réfléchit à nos échelles de petits territoires, c'est quand même cette question de comment on construit son chemin d'évolution spécifique. Et vraiment spécifique parce que je reviens sur cette question du développement de l'offre touristique. Ce qu'on a pu constater dans certains territoires de projet, c'est que finalement, quand on dézoome ce qui se passe dans plusieurs territoires, on se rend compte que quasiment tout le monde fait à peu près la même chose en termes d'offres touristiques. Et donc, tout l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à spécifier son offre et d'arriver à faire, je dirais, culturellement que le fait de pratiquer telle activité dans ce territoire n'est pas la même chose que de faire la même activité dans un autre territoire. Donc, c'est ce que les collègues appellent l'expérience touristique, mais c'est vraiment cette notion-là de spécification de son chemin en fonction de ses ressources, de son histoire, de ce qu'on est, et puis aussi de ses propres contraintes. Et il me semble que dans cette réflexion-là, il y a deux étapes. La première, alors qui peut paraître banale, qui est de dire on construit un diagnostic partagé. Il y a plein de diagnostics partout dans des territoires. Vous allez me dire, mais ça, on sait faire. Oui, ça, c'est sûr. Il y a de l'ingénierie, c'est évident. Mais ce qui me semble souvent, c'est qu'on considère que c'est certes une étape indispensable, mais souvent, on la considère un peu comme actée, en considérant qu'on sait ce que sont les principaux points de force, faiblesse d'un territoire. Là, moi, ce que je rajoute simplement pour l'avoir observé et parfois avoir fait un peu d'animation dans ce sens-là, c'est de le faire partager et vraiment d'objectiver les logiques que les acteurs autour de la table vont pouvoir porter sur leur vision du territoire. Et on se rend compte souvent que l'objectivation, parfois, il n'y a pas de données argumentées ou on ne les a pas, tout simplement, et on raisonne sur, je dirais, des chiffres ou des tendances qui vont concerner un niveau beaucoup plus global et qui n'a peut-être pas complètement de sens sur sa propre logique. Et puis, le diagnostic permet aussi, dans cette dynamique d'objectivation des logiques et des représentations que tel ou tel acteur va avoir, ça permet aussi de détecter ce que les individus ou les collectifs vont déjà avoir mis en place en termes d'adaptation, en termes d'initiative et d'avoir cette première étape de capitalisation. Et puis, la seconde phase, finalement, dans la manière d'accompagner les transitions, c'est cette question d'arriver à engager une scénarisation, donc de se dire, voilà, c'est quoi notre futur désiré pour notre territoire. Et là, ça pose la question de l'horizon temporel. Est-ce qu'il faut être à 2050 ou à 2080 ? J'ai mis ces deux jalons-là temporels parce que dans les stations, et notamment quand on parle de changement climatique, 2050, en termes d'enneigement, on sait qu'on est sur, en tous les cas en termes de changement climatique, le climat qui fera en 2050, il est très dépendant des émissions de gaz à effet de serre qu'on a déjà eues. Et là où on va vraiment avoir un climat qui peut évoluer de manière très différente selon les scénarios climatiques, c'est plutôt autour de 2080. Mais simplement, quand on est en 2080, on est loin. Et par rapport à un certain nombre d'acteurs qui raisonnent avec des modèles économiques à 15 ans, par exemple, ça peut encourager une forme de détachement. Donc, il y a tout ce travail de savoir à quel horizon temporel il faut se placer pour pouvoir engager une scénarisation qui ait du sens aussi
pour l'écosystème d'acteurs qui va y travailler, et notamment travailler sur les ressorts du développement et par rapport à un futur désiré, eh bien de se dire, pour y arriver, quel levier j'ai à passer, avec quel phasage et quelle stratégie collective pour mettre ça en place. Et du coup, cette question-là, elle me permet de finir par cette question de la gouvernance qu'on a, je pense, tous, hein, station, pas station, quel que soit le type de territoire, on a ces questions de gouvernance. Ce que je constate sur un recul et une analyse, comme je le disais, sur des territoires qui ont mené du développement d'offres touristiques ou qui ont essayé d'animer des démarches autour du changement climatique. Il y a bien sûr besoin de mettre en mouvement le territoire, ça c'est évidemment un élément important, et c'est aussi donner des capacités d'apprentissage et d'agilité interne pour que le territoire, il y a de l'ingénierie, il y a beaucoup de ressources dans ces territoires aussi, et qui ait cette capacité d'adaptation pour réagir chemin faisant. Et notamment parce qu'il me semble que dans pas mal de territoires, ou en tous les cas de dispositifs qui accompagnent les territoires, on demande à ces territoires de faire une stratégie, un diagnostic et puis une stratégie. Et puis derrière, un plan d'action. On peut avoir des démarches où l'écosystème d'acteurs a été associé pour faire le diagnostic, pour faire la stratégie. Et puis, une fois qu'on a posé la stratégie et le plan d'action, on considère que c'est bon pour les X années du dispositif et on ne le remet pas en cause. Et on perd la dynamique aussi collective qui a présidé à l'élaboration du diagnostic et de la stratégie. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de réfléchir en termes de modalités de gouvernance à trouver pour que cette dynamique qui a pu émerger à la faveur de cette élaboration de stratégie et de diagnostic perdure. Alors, ça veut dire aussi trouver des lieux physiques pour permettre cette animation de territoire. Et puis, c'est le rôle de l'ingénierie locale. Hein. Julie, vous parliez des chefs de projet. C'est je dirais, une ressource complètement centrale dans les territoires. Et il me semble que c'est important qu'ils retrouvent leur rôle d'animation, certes en faisant de l'ingénierie financière ou haute et technique, mais avant tout de l'animation. Parce que parfois, ils perdent je dirais, cette capacité parce qu'ils sont pris par beaucoup d'autres tâches. Or, ce rôle-là, il me semble être complètement central dans un écosystème d'acteurs qui, on le sait, est quand même très, très compliqué. Et puis, le dernier point, j'en aurais terminé là, c'est que pour moi, c'est aussi un accompagnement sur long terme. Alors, ça peut changer aussi la manière dont les prestataires, les bureaux d'études peuvent accompagner ces territoires, c'est-à-dire c'est peut-être pas en étant sur du one-shot ou sur un temps dédié sur une mission, mais peut-être être plus en temps long dans des territoires, de manière à les accompagner avec cette proximité et ce travail d'un accompagnement chemin faisant pour re-questionner la stratégie. Est-ce que c'est toujours la bonne ? Tiens, on a pris le Covid, on ne l'avait pas prévu, comment on fait ? Enfin, voilà, d'avoir cette évolution et cette évaluation presque itinérée. Et dans ce cadre-là, la recherche, mais peut être partie prenante dans ces réflexions territoriales en essayant de monter des dispositifs et de travailler autour de ces questions en termes de transition et d'adaptation. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces repositionnements et ces ouvertures. Alors, d'ailleurs, on a eu une question par rapport au diagnostic qui est la suivante. A-t-on pu évaluer jusqu'à présent les conséquences financières, l'impact financier du changement climatique sur la ruralité montagnarde? Alors, moins de neige, moins de touristes, moins d'emplois. Est-ce que vous avez des chiffres? Alors, je vais vous faire une réponse à différents niveaux. Très souvent, à l'échelle nationale, quand est arrivée l'année 2020 avec la fermeture des remontées mécaniques, mais je pense que Julie pourrait largement répondre, il y a eu je pense que vous l'avez observé, une remobilisation d'arguments économiques et notamment de la place du tourisme d'hiver dans les territoires de montagne, notamment sous l'angle du marché du travail. Donc, très souvent, les chiffres à des échelles nationales, hein, j'entends, on va remobiliser des chiffres comme les 120 000 emplois de la filière, etc., qui d'ailleurs, à mon sens, devraient être un peu réactualisés parce qu'ils sont, je dirais, inscrits dans du temps assez long et je pense qu'il y a des choses qui ont bougé selon où on se trouve. Et puis, à des niveaux plus locaux, on n'a pas vraiment de chiffres, c'est-à-dire que pour moi, là, c'est un vrai défi
à des échelles d'un territoire, d'avoir une évaluation vraiment du poids économique que représente l'économie des sports d'hiver en direct. Et ça, on l'a par le biais des redevances que les opérateurs de remontée mécanique versent aux collectivités locales support, etc. Donc, on a des chiffres là-dessus. Par contre, ce qu'on a du mal à évaluer, c'est tout l'enchevêtrement des effets directs et indirects. Et donc, par conséquent, si l'économie neige s'arrêtait, qu'est-ce qu'on aurait comme risque économique sur tout un ensemble d'acteurs de cet écosystème qui est très complexe, très riche, et puis qui se situe dans des espaces différents. Donc non, je n'ai pas de chiffres à donner, je dirais, ni sur une petite échelle locale, ni à ces échelles nationales. Vous n'avez pas votre micro. Oui, en j'avais effet, fini. Ça sera mieux. Merci Emmanuel. Donc, vous avez fait des ouvertures sur la connexion à la forêt, sur la gouvernance, sur l'animation et la force des différents participants. Donc, je pense que c'est parfait pour passer la parole à Françoise Alric et à Lionel Viard sur le projet MCDR Renfort, donc Réseau national forêt et territoire, qui, je le rappelle, a été soutenu et financé par du FEADER du réseau rural national ces dernières années pour accompagner ce projet. Merci beaucoup de nous passer la parole. Donc, nous allons intervenir en duo avec Lionel Viard et donc moi-même, Françoise Alric, directrice adjointe de la Fédération nationale des communes forestières. En tout premier lieu, je sais que nous sommes nombreux ensemble à cet instant. J'aimerais vous demander de pratiquer un petit exercice indolore, voire agréable, c'est-à-dire de convoquer dans votre esprit un paysage de montagne qui vous est cher, que vous trouvez très beau, etc. Et là, vous avez posé le décor. Je pense que d'une manière générale, il est assez grandiose. Et d'une manière générale aussi, eh bien, il compte de la forêt. Parce qu'en effet, la forêt en France est déjà très présente. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous faites 3 pas en France, vous en faites 1 en forêt. On est à peu près à 30% de couverture du territoire. Mais alors en montagne, les choses s'amplifient très nettement. Julie l'a signalé tout à l'heure. En montagne, on est très proche de 2 tiers de couverture forestière, donc 2 pas sur 3 en forêt. Et en zone, en dôme, le phénomène s'accentue beaucoup puisqu'environ 85% des territoires sont couverts de forêt. Donc, véritablement, tous les massifs montagneux français, et vous avez là des chiffres à l'écran qui l'illustrent, sont forestiers, comptent la composante forestière comme essentielle, à la fois en termes d'approche environnementale, à la fois en termes d'approche sociale et en termes d'approche économique. C'est ce qu'on appelle évidemment la multifonctionnalité de la forêt. Point particulier, vous voyez le dernier élément qui est donné en bas de la slide, sans être plus longue sur les chiffres. Volume sur pied, c'est ce que stocke la forêt comme bois. Entre nous et en passant, c'est autant de carbone de stocké, vous le savez maintenant. Donc, 31% du volume sur pied total est en zone de montagne. Pour vous donner un exemple, le Massif central, de mémoire, mobilise, récolte à peu près tous les ans 8 millions de mètres cubes de bois. Alors 8 millions de mètres cubes de bois, ça représente peut-être pas grand-chose dans votre esprit. Dites-vous que c'est de l'ordre de 260 000 camions de bois, c'est-à-dire si on les mettait tous à la queue leu-leu, on ferait à peu près 4000 kilomètres comme ça. Donc c'est vraiment un gros producteur de bois, la montagne en général et cet exemple du Massif central. Si tu veux passer à la slide d'après, merci. Quelques mots-clés que nous avons, que Lionel a mis à l'écran ici par rapport à la forêt et qui retrace à nouveau ces rôles multifonctionnels. La première approche, et c'est celle par laquelle je vous ai fait entrer en forêt, c'est le paysage généralement. Donc c'est vraiment
un facteur puissant, le paysage avec la forêt, d'ailleurs que les Français jugent comme immuable, hein, c'est bien un de nos problèmes actuellement avec le changement climatique. Donc la forêt dans le paysage, la forêt support d'activités de pleine nature, un rôle social essentiel en montagne, touristique et activités de pleine nature au sens large. Mais en montagne, la forêt, c'est aussi comment dire, une aide précieuse pour limiter les risques. Je me souviens d'une étude qui date déjà, qui signifiait que si nous devions suppléer les rôles de la forêt par rapport aux risques avalanche, glissement de terrain, eh bien, il faudrait, pour chaque hectare de forêt qui ne jouerait pas ce rôle, investir 30 000 euros. Donc, vous imaginez les surfaces impliquées par rapport aux risques avalanche, inondation, glissement de terrain et le rôle de la forêt majeur dans ce cas-là. Enfin, bien sûr, un rôle de réservoir de biodiversité. Beaucoup de zonages de protection environnementale sont sur des zones de montagne. Nous allons voir arriver toute la couche des aires protégées qui va là aussi reprendre en grande partie des forêts de montagne. Mais la forêt, c'est aussi une source de production de bois. C'est un matériau qui a été évoqué par les précédentes intervenantes. Bois pour l'énergie, bois pour la construction, c'est le matériau par excellence de la transition énergétique, écologique. On le retrouve dans tous les massifs, en circuit court le plus possible. On va trouver des bois de qualité en montagne qui vont être valorisés, par exemple, à travers des marques de certification. Je citerai Bois des Alpes ou Bois des Territoires du Massif central, Lignum Corsica, Bois des Pyrénées, qui est en cours de constitution, qui permet, ces marques permettant d'inscrire la volonté d'utiliser du bois local dans la commande publique, ce qui est très important, qui va marquer une traçabilité et l'origine. Voilà, donc la forêt très présente en montagne. On avait souhaité avec Lionel faire cette entrée en matière. Elle rencontre quelques difficultés, par exemple, en matière d'équilibre entre l'écosystème forestier et le gibier, les populations de gibier, on va y revenir. Il peut se poser la question de l'occupation de l'espace entre agriculture et forêt, zone de déprise, accru forestier. Et puis, d'une manière très générale, elle est complètement, mais aujourd'hui complètement percutée par le changement climatique. Là aussi, comme tout à l'heure, on n'a absolument plus aucun doute. Et plus on s'élève en montagne, et plus la forêt est perturbée par le changement climatique, puisque plus il est accentué. Et aujourd'hui, on peut le dire, on est en train de voir changer le paysage forestier à grande vitesse dans les régions françaises, et en particulier en montagne. Voilà un petit peu cette entrée en matière forêt et bois. Lionel. Merci Françoise. Bonjour à tous. Donc moi je suis Lionel Viard, chargé de mission forêt à la PCA, et donc je copilote avec Françoise Alric ce projet renfort. Donc après cette entrée en matière sur ce que représente la forêt dans les territoires de montagne, on l'a compris, c'est un élément absolument fondamental pour comprendre les dynamiques de territoire dans ces espaces. Je vais vous présenter le projet renfort que nous avons mis en œuvre depuis 2018, cofinancé par le ministère de l'Agriculture, l'ANCT et le FEADER, et donc qui constitue un nouveau partenariat pour nos deux réseaux. L'objectif étant à travers des approches partant des territoires, de joindre nos forces pour accompagner les acteurs des territoires à se saisir des politiques publiques qui sont à leur disposition, qui sont à leur portée, sur lesquelles ils peuvent mobiliser pour aborder les questions de forêt qui sont propres à leur territoire. Alors, il y a une petite succession de petits pictogrammes qui montrent un peu la démarche qu'on a suivie. Donc, il y a une petite loupe qui indique qu'on s'est intéressé à des problématiques particulières, donc à travers des approches thématiques. Il y a une petite carte qui indique qu'on s'est appuyé sur des territoires tests.
il y a un petit mécanisme qui indique qu'on a fait tourner, on va dire, une politique publique en particulier, sur une thématique en particulier dans ces territoires tests, autour des résultats de cette mise en œuvre d'accompagnement. On a créé des réseaux locaux et plus ou moins étendus, jusque parfois des réseaux nationaux, voire européens, pour produire des documents de référence, des guides d'accompagnement, en fait, des documents qui permettent aux acteurs des territoires de se saisir de ces politiques qui sont parfois, voilà, parfois pour certaines, uniquement, on va dire, disponibles de manière peu compréhensible et peu opérationnalisable. Et puis enfin, voilà, il s'agissait de faire passer des messages pour, on va dire, amplifier les leviers identifiés dans ces outils de politique publique. Alors, les 3 grandes thématiques qu'on a abordées, c'est la thématique verte, c'est la question des grands équilibres. Alors, on l'a abordé à travers deux approches, hein, l'équilibre forêt-gibier, donc l'équilibre entre la forêt et les populations de grands ongulés. Et en région en territoire de montagne, voilà, les impacts sont particulièrement importants et les méthodes pour parvenir à rétablir des équilibres là où ils sont rompus sont une question essentielle qui implique, voilà, des réseaux d'acteurs qu'il faut savoir animer. Et puis, la deuxième sous-thématique dans cette grande thématique des grands équilibres, c'est le sylvopastoralisme, c'est-à-dire comment on travaille dans des espaces qui sont changeants, en transition, sur lesquels on peut appliquer des modes d'usage mixtes et justement dans des territoires qui sont en changement et particulièrement rapide sous l'effet du changement climatique. La seconde thématique, la thématique rouge, c'est la thématique du foncier. Alors, c'est une entrée essentielle, d'ailleurs j'aurais dû commencer par celle-là, c'est une thématique essentielle parce que sans travailler sur le foncier, on ne peut pas faire grand-chose en forêt. Voilà. Et là, on s'est intéressé à des outils de politique publique très particuliers qu'on retrouve de manière particulièrement intense dans les territoires de montagne. Ce sont donc la question des biens vacants et sans maître, hein, donc c'est-à-dire c'est des situations foncières dans lesquelles on identifie des forêts pour lesquelles on ne connaît pas de propriétaires vivants, et cela depuis très longtemps. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est l'articulation entre des partenaires de développement de la forêt privée dans lesquels sont ces espaces et des partenaires de la forêt publique, en l'occurrence les collectivités, qui, à travers leur capacité à intégrer du foncier privé dont on ne connaît pas les propriétaires, peuvent redynamiser la mise en gestion des espaces forestiers. Donc là, il y a vraiment voilà, une question de réseau très intéressante à traiter à travers cette procédure d'identification des biens vacants et sans maître. On a également travaillé sur les biens de section qui sont des particularités foncières qu'on retrouve essentiellement dans le Massif central et la Nouvelle-Aquitaine, un petit peu en Occitanie, qui peuvent représenter jusqu'à 200 000 hectares voilà, dans des territoires avec des enjeux forestiers souvent considérables. Et puis enfin, donc, la thématique orange, c'est la thématique, j'oublie dans la thématique rouge encore, dans le foncier, il y a la question de l'aménagement du territoire et des documents de planification et de la place de la forêt dans ces documents. Alors, on vient de l'expliquer, hein, la forêt, ça représente des surfaces très importantes en territoire de montagne, et donc la prise en compte de la multifonctionnalité des forêts dans les documents de planification. Alors là, j'entends donc les SCOT, les PCAET, les PLU dans ces territoires. C'est un enjeu important, effectivement. Voilà, un espace qui peut représenter à plus de 50% de la surface des territoires. Il faut le prendre en compte dans ses multiples dimensions, dans son évolution, hein, on l'a dit, très impacté par le changement climatique. Donc voilà, c'est des espaces auxquels on ne peut pas, c'est des espaces à côté desquels on ne peut pas passer. Il s'agit de les décrire de la manière la plus complète possible pour pouvoir utiliser ce diagnostic dans une réelle stratégie à long terme d'aménagement des territoires. Et puis la thématique orange, donc c'est la thématique des filières territorialisées. On en a déjà beaucoup parlé et Françoise a beaucoup insisté sur le fait que les massifs de montagne ont, les acteurs des filières de massifs de montagne
ont particulièrement développé des marques de certification. Françoise en a cité 2 qui existent depuis assez longtemps et 3 qui existent depuis assez longtemps, à la Corse également, et puis une qui est en cours de structuration dans les Pyrénées. Alors, j'étais un petit peu long. Oui, également, on s'est intéressé, donc la thématique verte, c'est la thématique Europe. On s'est intéressé également aux outils du FEADER pour la forêt. Alors, juste très rapidement, on a parlé, donc la première intervention était consacrée au programme Avenir Montagne Ingénierie. Alors, nous avions fait avec Françoise une présentation il y a de cela 4 mois, je crois, devant le Conseil national de la montagne pour présenter un regard croisé entre les résultats du programme Renfort et le dispositif Avenir Montagne Ingénierie, pour montrer qu'effectivement, il y avait des croisements très forts sur pratiquement toutes les thématiques d'ingénierie montagne et les résultats que nous avions pu obtenir dans l'ensemble des thématiques que je viens de citer. Donc la structuration du foncier, la forêt dans les documents d'urbanisme, le sylvopastoralisme, l'équilibre sylvocynégétique, les politiques publiques territoriales et les filières bois territorialisées. Donc, sans rentrer dans le détail, on voit bien qu'il y a un recouvrement et que ces questions, voilà, on l'a compris aussi à travers le taux de couverture de la forêt forestière dans les espaces de montagne, et on voit bien que ça se traduit thématiquement par un recouvrement assez complet des thématiques de développement local abordées dans le programme Avenir Montagne. Alors, dernière chose, de manière visuelle, ça, donc c'est la carte des massifs qui est en fond. Et dans la partie hexagonale, on voit le recouvrement en fait entre les territoires tests du projet associés à leur thématique et les territoires des massifs montagneux de l'Hexagone. En matière de remise en contexte également, vous le savez, depuis de novembre 2021 à février 2022, l'ensemble des acteurs intéressés à la forêt et au bois se sont concertés dans le cadre des Assises nationales forêt-bois. Donc les résultats ont été annoncés par les ministres impliqués il y a quelques jours. On peut considérer que le programme Renfort, c'est totalement placé dans la dynamique des assises, puisqu'on a retrouvé, vous les avez là déclinés en 4 points, je ne vais pas m'y attarder, mais dans les résultats de ces assises, un très gros volet d'adaptation des forêts au changement climatique, un volet particulièrement financé pour renouveler ces forêts, soit par la régénération naturelle plus ou moins assistée, lorsque c'est possible, soit par de la plantation, voire l'introduction d'essences nouvelles. Un volet également pour les entreprises de la filière qui vont être encouragées très fortement à investir pour être innovantes, compétitives, pour relocaliser de la production, surtout en ce moment, on le voit véritablement avec le conflit en Ukraine, qui va, en passant, faire disparaître en gros 10 millions de mètres cubes de sillage qui provenaient de ces pays-là. Donc, il faut relocaliser, il faut être capable de valoriser notre ressource française plus avant. Et puis, un volet dans ces assises, forêt et société, que j'évoquais en début de présentation, sur l'importance du dialogue territorial entre les citoyens, la forêt, la demande sociétale, les pratiques forestières. Voilà un petit peu le contenu de ces assises pour remettre en contexte. Sur la partie droite de la diapositive, vous avez quelques exemples de fiches actions donc, qui découlent en fait de ces 4 piliers de la restitution des assises. Et ces exemples d'appel à projet ou d'initiatives, de dispositifs, on peut les associer, on peut les rapprocher d'Avenir Montagne également. Et simplement dire que dans ce qu'on va vous présenter après, en fait, beaucoup de ces initiatives, on peut y faire rentrer en fait des résultats
de nos travaux pendant les 3 années, l'idée c'est de dire, bah oui, les acteurs des territoires peuvent se saisir en fait de l'ensemble de ces thématiques. Ils ont des outils à leur disposition et Renfort en fait était là pour ça. C'était pour l'objectif de Renfort, c'était d'accompagner des acteurs des territoires à se saisir des politiques publiques à leur disposition, de les accompagner lorsque ces politiques publiques n'étaient pas forcément facilement accessibles. Voilà. Alors, sur la première thématique, donc là, on va vous donner 4 exemples de thématiques. Enfin, on va rentrer dans le détail de 4 approches en particulier pour vous présenter les résultats de nos travaux. Donc, sur le sylvopastoralisme. Donc, quelle était la question qu'on s'est posée? C'est que il y a alors là, on était en région PACA et nous avons travaillé à produire 2 guides pratiques dont l'objectif est d'accompagner les acteurs des territoires à envisager la gestion de certains types de peuplements forestiers en réalisant des coupes, donc une gestion forestière à travers un acte de gestion à travers des coupes à but sylvopastoral. C'est-à-dire que donc à l'issue de ces coupes, il y a une forme d'ouverture des peuplements en place et la production suite à l'ouverture de la lumière, la production de fourrage, de ressources fourragères pour les animaux d'élevage en parcours. Donc, ces opérations, elles peuvent se réaliser en forêt privée comme en forêt publique. Alors, il y a un premier document qui était un document purement technique, hein, qui permet de dire dans quel type de peuplement on peut réaliser ce type d'opération. Et puis, un deuxième document qui s'intéressait en particulier à la réalisation de ces opérations en forêt publique, parce qu'effectivement, en forêt publique, ces peuplements dans lesquels on peut réaliser des coupes sylvopastorales sont souvent des peuplements qui sont des peuplements issus de déprises agricoles et qui, à l'heure actuelle, ne sont pas nécessairement soumis au code forestier. Donc, il s'agissait de décrire les étapes décrire les étapes qu'il faut suivre pour des élus des collectivités pour réaliser ce type d'opération, sachant que ces terrains sont pas forcément, ces forêts sont pas forcément, ces espaces, en tout cas boisés, sont pas forcément soumis au code forestier. Donc, il s'agissait de réaliser une forme d'accompagnement. Alors, pourquoi le sylvopastoralisme dans les espaces de montagne? Et il faut savoir que les espaces de montagne connaissent un accroissement du taux de couverture forestier particulièrement important, un impact important de la déprise agricole et également un déplacement en altitude de la zone forestière liée au changement climatique. Et donc, la question de l'évolution des usages et des espaces se pose. Et pour le coup, donc, on voit que les espaces, on va dire, de transition et d'usage mixte se multiplient. Et que des dispositifs de gestion doivent être conçus pour aborder ce type d'espace. Voilà. Et également, on a bien compris que dans les espaces de montagne, Françoise l'a bien rappelé tout à l'heure, les risques associés à ces peuplements forestiers dans le contexte du changement climatique sont largement accrus. Et en particulier le risque de feux de forêt. Ces pratiques sylvopastorales contribuent à limiter ces risques. Alors, les suites à donner à ces résultats, c'est que ces guides ont été développés dans un contexte Provence-Alpes-Côte d'Azur et en particulier dans des espaces montagneux et qu'il s'agirait maintenant de déployer ce type d'accompagnement dans l'ensemble du croissant sud-est de l'Hexagone, de manière à effectivement décrire l'ensemble des types de situations possibles et à accompagner l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce type de situation. Voilà un autre exemple des travaux du programme Renfort sur les politiques publiques territoriales et la structuration de filières
territorialisée. Nous avons deux outils dans nos réseaux, communes forestières et chambres d'agriculture que vous connaissez. Le premier, les chartes forestières de territoire, le plus ancien, qui a plus de 20 ans, qui est toujours utilisé. C'est le véritable couteau suisse de l'intégration d'une politique forestière dans une politique des territoires. Le deuxième outil plus récent, c'est le projet alimentaire territorial qui lui aussi se développe énormément dans les territoires. Nous nous sommes dit que ces outils, il fallait les passer au scanner pour voir de quelle manière on pouvait les analyser et faire émerger des synergies entre ces deux approches territoriales, ce que nous avons conduit sur plusieurs territoires et qui nous permet de combiner un volet alimentation et un volet gestion des paysages forestiers, animation de filières dans les territoires. Donc, vous avez là quelques exemples d'intégration de ces deux outils. Par exemple, je pourrais prendre le bois construction, soit dans la construction de bâtiments agricoles, soit le bois dans la construction de différents systèmes d'emballage de produits alimentaires. Ont également été testées des opérations de litière animale, litière bois, voilà par exemple. Nous avons également travaillé sur la structuration dans ce cadre-là de filières territorialisées, avec différentes études de cas, analyses de cas, mise en chantier, public-privé, et plusieurs exemples en Occitanie, des travaux sur des zones de déprise avec des remises en prairie, utilisation du matériau bois qui était sorti. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on peut trouver des synergies gagnant-gagnant sur le territoire entre les deux filières et les approches construites en projet de territoire. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Donc, il existe là aussi, comme tout à l'heure, des supports pour aller vers une méthodologie sur ces éléments-là. Alors, David me dit qu'on est pressé, donc on va aller très vite sur la fin parce qu'on a déjà dit l'essentiel quand même avant. Et donc, sur le foncier, on l'a expliqué en introduction. Là, il s'agissait donc d'aborder différentes réalités foncières qui sont particulièrement présentes en paysage en zone de montagne. Donc, la question des biens vacants et 100 mètres et la question des biens de section. La question de qu'est-ce qu'on fait avec des espaces qui sont en transition? Est-ce qu'on les ramène vers l'agriculture ou est-ce qu'on les oriente résolument vers une gestion forestière? Voilà, on a cherché à animer ce type de questions à travers un prisme structuration du foncier. Et de manière identique, on a produit des guides très pédagogiques et directement avec des solutions directement opérationnalisables, les questions qu'il faut se poser, les procédures, les documents de décision en mairie, etc. Donc ça, c'était pour le foncier. Je te passe la parole, Françoise. Oui, dernier élément en lien avec le foncier, mais sous l'angle planification, document d'urbanisme. Là aussi, la volonté que les espaces forestiers jouent véritablement leur rôle. Donc, c'est le lien qu'on a pu établir entre les productions de la forêt, de tous ordres, comme on l'a déjà évoqué, en particulier économique, bois d'œuvre et bois énergie, et les besoins du territoire, donc le lien au PCAET, mais le lien aussi au SCOT, avec là des travaux très précis, une dizaine de fiches techniques élaborées, opérationnelles pour accompagner les élus, les partenaires, des portées à connaissance pour travailler la forêt dans les SCOT, travailler avec les services de l'État en particulier, et un gros partenariat avec la Fédération nationale des SCOT sur ce sujet, partenariat qui se poursuit. Et puis, on avait aussi été sollicité, il y a eu assez récemment, je pense que c'était en décembre, un numéro spécial sur la montagne. Je pense que c'était à la faveur de l'avènement du programme Avenir Montagne. Le réseau rural avait fait un numéro spécial montagne de sa revue trimestrielle, dans laquelle nous avions contribué pour le projet Renfort. Voilà, donc ça c'est une courte illustration en fait de ce que nous venons de dire. Voilà.
Tout à fait, Et nous c'est en des avons numéros que vous terminé. pouvez retrouver en PDF gratuit, enfin voilà, téléchargeable sur le site du Réseau Rural National. Merci beaucoup Lionel pour cette intervention, merci beaucoup Françoise. On voit que le MCDR Renfort a permis de produire énormément de livrables, d'outillage qui peut servir maintenant aujourd'hui aussi à des équipes, à des porteurs de projets et alimenter les questionnements de territoires qui sont lauréats, par exemple, de Avenir Montagne. Alors, on a un témoignage justement, Monsieur Philippe Terrancle et Madame Séverine Marco, pour justement un témoignage de lauréat qui, en plus, vous êtes dans une association, de préfiguration aussi du PNR Comminges Pyrénées-Barousse. Donc, je vous passe la parole pour nous donner un peu plus et illustrer voilà, votre situation. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Philippe Terrancle, je dirige le projet de création du parc naturel régional Comminges-Barousse-Pyrénées. On a mis Pyrénées à la fin, pas entre les deux. Et je suis accompagné de Séverine Marco, qui est la secrétaire générale de notre association. Je remercie d'abord l'ANCT de l'initiative, puisque moi, j'ai fait mes courses jusqu'à maintenant, puisque les différentes interventions ont éclairé tout ou partie de thématiques qui sont quotidiennement celles auxquelles nous sommes confrontés. Pour faire un petit point, notre projet de PNR, c'est un PNR qui est en phase de rédaction de charte et d'établissement de la stratégie. Cela concerne 195 communes. C'est un PNR qui est enchâssé exactement dans l'axe, au milieu des Pyrénées, au centre des Pyrénées, à l'endroit où la Garonne quitte le territoire espagnol pour traverser la Haute-Garonne et ensuite d'autres départements avant d'aller jusqu'en Gironde. Notre projet est un projet qui a comme spécificité d'un point de vue foncier, la forêt représente 53% du territoire du PNR. Et quand on rentre dans la logique Avenir Montagne, où on a dû opérer une subdivision au sein même de notre périmètre de manière à répondre aux attendus, le territoire montagne, le pourcentage de forêt monte à 70%. Le territoire éligible à Avenir Montagne, c'était 112 000 hectares, 127 communes pour 22 600 habitants. Donc un territoire relativement grand, mais peu peuplé. Nous avons été... pourquoi est-ce que... déjà, Avenir Montagne, nous, comment dirais-je, on a été motivé en grande partie par Delphine Mercadier, qui est la commissaire à l'aménagement des Pyrénées, qui est une personne avec laquelle le travail est à la fois efficace et agréable, donc on ne saurait se plaindre. Et nous avons décidé de candidater et de monter une candidature un peu particulière, en ce sens où notre association, nous estimions que nous ne faisions pas la maille, que nous n'étions pas assez développés pour pouvoir être éligibles. Et nous avons pris l'appui d'une communauté de communes, qui est la communauté de communes des Pyrénées haut-garonnaises, qui a l'intégralité de son territoire en zone montagne. Et on a fait un échange, on a fait un deal. On leur a dit on travaille à vos côtés parce que l'intégralité de cette interco est incluse dans le périmètre du futur PNR. Nous avons les meilleures relations du monde avec les élus de cette intercommunalité et on leur a dit voilà, nous on vous apporte à la fois, je vais dire, la dimension interdépartementale. Notre PNR a une petite partie de son territoire qui est, notre futur PNR, a une partie de son territoire qui est sur le département des Hautes-Pyrénées, l'intégralité sinon est en Haute-Garonne. Et voilà, on a décidé de mutualiser la demande qui a été mise en place par Séverine Marco, qui est ici présente, et par Sophie Guridi, la directrice générale des services de la communauté de communes pyrénéo-garonnaise. Pourquoi avoir voulu répondre à cet appel à projet? Bien évidemment, il y a la perspective de pouvoir recruter sur 24 mois un chef de projet. C'est alléchant pour une petite structure comme la nôtre. Mais surtout, nous, on a vu avec Séverine et Sophie, on a vu la possibilité d'intégrer
la transition ou l'adaptation, j'aime bien la nuance qu'a apporté Emmanuel Georges, de l'intégrer dès la racine de notre réflexion autour de la charte. Ne pas faire de la transition ou de cette adaptation un item à part, en faire un plus, ou en faire quelque chose qui aurait été à côté, je vais dire, des missions classiques d'un PNR, mais en faire quelque chose qui serait co-substantiel à la naissance de notre structure. Donc, c'est vrai que c'est avant tout pour des questions d'acculturation territoriale au fait même de la transition ou de l'adaptation, comme vous voudrez, que nous avons candidaté et nous avons été extrêmement heureux d'être retenus parce que nous n'avons que 4 stations de sport d'hiver sur notre territoire, 3,5. Il y en a une qui est à cheval sur les Hautes-Pyrénées également. C'est pas strictement cette entrée-là qui nous a motivés, mais elle a quand même participé à notre envie. 70% de notre territoire, c'est de la forêt. Et nous venons là de contractualiser en quelque sorte avec l'ONF Pyrénées-Gascogne pour mettre en place un observatoire dynamique de la forêt en lien avec la couverture LIDAR qui a été financée, me semble-t-il, par le plan de relance en grande partie, de manière à faire du complément sur des placettes sur le territoire forestier. Ce travail-là, c'est une personne qui est payée par l'association du PNR, qui est une jeune écologue. Ce travail, il est fait 2 jours par semaine sur le territoire du PNR, sous gouvernance de l'ONF, par une jeune femme qui s'appelle Julie Lescloupé, qui va travailler à analyser finement les placettes pour évaluer la quantité de bois sur pied, voir les variétés d'essence, voir le bois mort au sol et debout, de manière à apporter des compléments d'information qui viennent enrichir la donnée quantitative un peu massale donnée par le LIDAR. Donc la forêt, c'était également pour nous une envie de travailler sur la transition et d'en faire encore une fois, non pas un chapitre à part, mais que cela soit la coloration complète de notre travail au sein du PNR. En cela, nous sommes, et vous vous en doutez bien, très marqués par la politique régionale qui est portée par la présidente Carole Delga, qui est également la présidente de notre association de préfiguration avec le Pacte Vert, qui est la version française du Green New Deal, n'est-ce pas? On n'aime pas trop le patois par chez nous. Donc, faire de l'économie tout en étant vertueux, se dire que les modèles d'hier ne sont pas nécessairement ceux de demain, et que le changement et l'adaptation, il faut s'y mettre tout de suite, il faut s'y mettre de manière progressive, il faut s'y mettre de manière transversale, et je pense que c'est le mot qui nous a vraiment guidés à toutes et à tous sur ce projet Avenir Montagne, la transversalité, et de manière innovante. Je vous fais une petite incise sur les mobilités. Notre PNR, notre futur PNR sera traversé par ce qui sera, à partir de 2024, la première ligne de chemin de fer à propulsion hydrogène, en sachant que c'est presque du local, puisque les motrices sont fabriquées juste à côté de chez nous, à Séméac, entre Tarbes et Bagnères de Bigorre. Ce train à hydrogène, ce n'est pas simplement un démonstrateur de la qualité de réalisation d'Alstom, mais c'est aussi pour nous l'occasion de travailler avec les producteurs agricoles, avec les opérateurs touristiques, avec toutes les forces vives, pardon, le terme est un peu vieillot, mais toutes les forces vives de notre petit territoire, de notre territoire peu peuplé, de les mettre tous en marche, en mouvement. J'ai vu que c'était également précisé dans certains slides, pour aller vers un changement qui sera un changement partagé par tous, accepté par tous et porté par tous. Le PNR n'a pas de leadership là-dessus. La preuve, c'est qu'on partage, je vais dire, Avenir Montagne avec la communauté de communes. On travaille avec le PETR, bien évidemment. On travaille avec le PETR voisin qui a recruté, qui est également un territoire lauréat Avenir Montagne, le PETR du Pays des Nestes. Soit dit en passant, on était sur le recrutement du même ou de la même chargée de mission.
qui est allé travailler chez eux. Donc aujourd'hui, le poste de chef de projet Avenir Montagne n'est toujours pas pourvu chez nous. Et ça devient un tout petit peu pressant. Il va falloir qu'on s'y mette. Mais voilà, pour reprendre plus synthétiquement, Avenir Montagne, pour nous, acculturation à la transition et à l'adaptation nécessaire dans l'optique de la rédaction de la charte, un travail sur la mobilité, un travail sur les stations. Sur les stations, tout a été dit ou presque très bien dit. Quelles sont les grandes options qui vont être retenues? Nous, on apporte notre petite touche en disant, quand on a du Grand Tétras qui est présent sur un domaine skiable, c'est aussi une approche nouvelle. Comment est-ce qu'on fait? Comment on protège les aires de champ au printemps? Enfin, tout cela, on essaye de le mettre en musique avec nos partenaires, l'OFB en grande partie sur cette thématique-là. La forêt, quelque chose qui je ne veux pas simplement réagir sur la précédente intervention. La forêt nous préoccupe énormément du point de vue du rôle social de la forêt. Bien, on a parlé de la multifonctionnalité, du rôle environnemental. Je pense qu'on doit être, nous, le territoire du futur PNR, un des plus gros réservoirs de ce qu'on appelle les vieilles forêts, ou en tout cas des forêts qui sont intactes depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Parfois, c'est lié à des contraintes de pente qui les rendent strictement inexploitables. Nous avons travaillé également sur la dimension économique de la forêt, avec, là aussi, ce sont des procédures qui sont des procédures d'adaptation, puisque nous avons, chez nous, un système qui est tel que ce que la forêt produit, une usine de cellulose implantée à Saint-Gaudens le consomme, à peu de choses près, je vais dire, à peu de choses près. Et donc, on a un système qui apparemment fonctionne. Sauf qu'on a des demandes locales, Encore hier, moi, on m'interpellait, on veut de la charpente pour des bâtiments publics, compliqué d'avoir des bois locaux. Donc, on a un travail nécessaire de structuration d'une filière. Bon, je sais que voilà, qu'il y a quelque chose qui est déjà amorcé avec l'écofort, puisque ça a été dit, enfin, entre autres par l'écofort. Donc, c'est tout cela que l'on met en partage, en échange, toutes et tous. Et pour nous, Avenir Montagne, ce n'est pas stricto sensu de la transition touristique sur des stations de montagne, parce que nos stations de montagne n'ont pas le dimensionnement de celles des Alpes. Ce sont des stations des stations de ski à la journée, pour la plupart, avec peu de problématiques de lit froid. Ça a été évoqué en début de session également. Donc, ce n'est pas le cœur de notre sujet, même si on est préoccupé par le renforcement de l'enneigement artificiel, par les transferts d'eau d'un bassin versant à l'autre, par, je veux dire, la consommation, à mon sens, excessive de cette ressource en eau à des fins de création de neige, la consommation excessive d'une électricité que, par ailleurs, on produit localement. On est un territoire à énergie positive puisque nos barrages produisent plus que nous ne consommons. On est extrêmement heureux et très fiers. Mais pour nous, Avenir Montagne, c'est cela, c'est tout cela. C'est l'occasion d'avoir un financement pour travailler ensemble en totale transversalité avec tous les acteurs, tous les partenaires qui sont sur le territoire et bien montrer que cette transition qui peut faire peur localement, parler de transition parfois dans une commune qui ne tire ses ressources que d'une station de sport d'hiver et des ventes de bois, c'est sûr qu'on n'est pas toujours accueilli avec un grand sourire parce qu'on se demande ce qu'il y a derrière. On doit, de manière dépassionnée et transparente, montrer que certains changements sont inéluctables et que le projet de parc naturel régional s'inscrira à la fois avec discrétion, mais avec force dans les grands mouvements qui construiront notre territoire montagnard dans les 20, 30, 40, 50 ans, jusqu'en 2080, si j'ai bien compris les projections qui sont parfois faites. Séverine, est-ce que tu penses que j'ai oublié beaucoup de choses? Dis-moi.
Non, juste appuyer peut-être tes propos et ceux d'Emmanuel Georges qui parlait de dynamique de territoire. Autant vous dire, quand un PNR est en cours de création sur un territoire, c'est qu'une dynamique existe et que la problématique, c'est justement de faire perdurer cette dynamique. Et ce que je voulais dire, moi, sur la transition, enfin sur le avenir montagne ingénierie, c'est que c'est aussi l'opportunité pour nous, PNR, d'accompagner et de rassurer le territoire et cette dynamique de territoire dans ce changement de paradigme qui est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup Séverine, merci beaucoup Philippe pour vos interventions. Et donc, vous pourrez revenir dessus dans la partie atelier, alors sur laquelle on a déjà beaucoup mangé, mais on va passer en atelier dans pas longtemps. Je passe la parole tout de suite. Alors, à chaque webinaire, on a le regard, l'intervention d'un réseau rural régional. C'est l'articulation en France et l'on retrouve aujourd'hui le réseau rural de l'île de la Réunion pour une intervention voilà, sur les thématiques du FEADER au sein du réseau rural. Et donc, nous accueillons Monsieur Oudard Bruno, qui est secrétaire général d'EO. Oui, merci. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Bonjour. Et bonjour Marlène Prianon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, je suis avec Marlène Prianon, qui est l'animatrice du réseau rural Réunion. Et aujourd'hui, donc, il nous a été demandé donc, d'illustrer un petit peu la mobilisation du FEADER en faveur de projets donc, en zone de montagne. En zone de montagne de la Réunion. Donc, ça a été tout à l'heure évoqué. Donc, on a un territoire de montagne qui a effectivement répondu à l'appel à projet Avenir Montagne Ingénierie, qui est celui de Salazie, donc qui a été retenu. Aujourd'hui, donc, on va vous illustrer très rapidement donc trois projets donc qu'on a été amené à accompagner dans le cadre de nos missions ici au secrétaire général des Hauts, et donc qui concernent des villes ou villages de zones de montagne à La Réunion. Ces trois projets en commun qui sont situés sur ce qu'on appelle ici des portes de parc. En fait, ces portes de parc constituent donc des points d'entrée dans le territoire du parc national de La Réunion, qui couvre à peu près les trois quarts du territoire. La charte du parc national de La Réunion prévoit dans sa déclinaison opérationnelle 13 portes de parc, c'est-à-dire 13 sites principaux d'entrée dans le territoire naturel du parc national. Et nous avons à ce jour 9 entrées sur 13 donc, qui ont fait l'objet donc, d'initiatives, soit de la part d'associations, de la part des communes concernées ou des intercommunalités en matière donc, d'aménagement et de développement territorial d'une façon générale. Donc, sur le premier projet que vous avez là à l'écran, nous sommes donc dans la ville de Cilaos. Cilaos qui se situe au centre, on peut le dire, de La Réunion, qui est la ville en termes altitudinal la plus élevée, puisqu'elle se situe à 1500 mètres, et qui a la particularité d'avoir vraiment un bourg principal relativement bien structuré en termes d'organisation urbaine, mais qui nécessitait des aménagements qui puissent permettre d'accueillir donc les touristes et la population dans des conditions qui soient meilleures, notamment en termes de mobilité, donc de mobilité douce, mobilité durable, avec donc un projet donc de piétonisation de la rue principale de la ville de Cilaos, qui lui, cette création de rue piétonne était prise en charge par le fonds FEDER, donc par nos collègues de la région Réunion. Et nous sommes intervenus donc sur le complément à cette piétonisation, donc avec la réalisation d'un cheminement piéton, donc qui permet de découvrir le centre-bourg donc de la ville de Cilaos à travers une déambulation, des points d'arrêt, donc qui permet de découvrir l'histoire de la ville, ces points forts qui ont marqué donc la naissance de cette ville, qui est la dernière commune d'ailleurs créée à La Réunion pour l'anecdote, donc la 24e, et donc qui met en valeur donc l'ensemble des points forts qui ont été travaillés dans le cadre d'une étude préalable qu'on appelle un PIV, donc plan d'interprétation et de valorisation écotouristique. Donc ce projet a été donc financé dans le cadre du FEADER actuel sur la mesure 7.5
Et il est en cours de réalisation, donc il est concrétisé par un marquage au sol à l'intérieur des rues donc, qui sont concernées par ce cheminement et cette déambulation piétonne. Et bien évidemment, quelques points d'arrêt qui permettent donc de découvrir à travers de la signalétique adaptée l'histoire. Donc, le but étant voilà, de permettre une déambulation à la fois piétonne et en vélo et de pouvoir découvrir donc, le centre-ville de Cilaos dans des conditions un peu mieux adaptées. Vous avez le montant à l'écran, donc un montant FEADER de un peu moins de 650 000 euros. Peut-être le suivant. Donc là, nous sommes dans le nord-ouest de la Réunion, dans le village là, de Dodane, qui appartient à la commune de la Possession. Le village de Dodane, qui est en fait un mini-cirque d'un point de vue géologique. Cilaos est en lui-même un cirque comme Salazie et comme Mafat. Donc, Dodane permet d'accéder effectivement à la fois au cirque de Mafat, qui est un cirque où le seul accès est piéton, et également au massif de la Roche Écrite, qui abrite un certain nombre d'espèces endémiques protégées. C'est un village qui manquait cruellement de structuration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de centralité. Donc, le travail qu'on a mené avec la commune de la Possession, c'était d'essayer d'apporter un peu de centralité tout en préservant au maximum l'espace naturel initial. Donc, on a essayé, donc, dans un espace donné, de concentrer un certain nombre d'équipements qui doivent apporter un peu de centralité. Donc, on a une France Service qui a ouvert ses portes il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant, sur le territoire de Dodane. Donc, un lieu donc, qui permet donc d'attirer la population de Dodane pour ses besoins de service au public. Et en parallèle, on a donc lancé avec la commune donc, une opération de réhabilitation complète d'un très ancien site de pique-nique, en fait, et qui est devenu donc un site d'accueil du public. Donc là, les travaux sont achevés. Qui permet donc à la fois d'accueillir donc des touristes, la population pour une activité pique-nique traditionnelle, mais qui est également doté d'un petit plateau sportif à destination de l'école primaire qui est à proximité, et également donc de faire une découverte patrimoniale à la fois sur la biodiversité donc présente dans le territoire d'Odane et également son histoire à travers des personnes et des personnages qui ont marqué. Donc vous avez là à l'écran des supports d'illustration, des différents points que l'on souhaitait mettre en avant. Là aussi, on a eu des études préalables et la réalisation également d'un PIV, donc afin de donner un petit peu cette centralité qui manquait à ce village. Donc à peu près 500 000 euros là de FEADER. Donc là, nous sommes sur un autre territoire dont on est toujours sur une porte de parc. On est dans le sud-ouest de la Réunion, donc dans les hauteurs d'une ville qui s'appelle les Avirons, et plus précisément au lieu-dit, donc au village du Tevlave. Donc sur ce site du Tevlave, nous avions donc là également une aire de pique-nique relativement vétuste et plutôt qui nécessitait vraiment une reprise complète. Et donc la commune a souhaité offrir d'autres services à ce site-là, qui est quasiment le seul site du village où l'on peut améliorer donc l'attractivité et en faire un point d'attrait, un point d'intérêt pour les visiteurs. Donc en prévoyant un point restauration, vu qu'il n'y en a quasiment pas dans ce secteur-là du village, et également en essayant de mener un volet culturel, parce que ce village a des associations culturelles, que ce soit dans le domaine musical ou dans le domaine théâtral, relativement actifs. On a un tout petit musée, on appelle ça un petit écomusée du village du Tevlave, et il manquait cruellement de lieux d'échange entre ces différentes associations et troupes culturelles. Donc l'idée a été émise dans le cadre des études de réaliser un mini-amphithéâtre de plein air qui permettent donc d'accueillir des petits groupes musicaux, également des représentations artistiques
sur différentes thématiques et qui donne un petit peu ce volet à destination de la population du TEVLAV, donc avec également donc un programme de résidence d'artistes qui doit voir le jour l'année prochaine, donc sur ce village avec donc la commune des Avirons. Et pour l'anecdote aussi, je parlais des France Services, donc des services au public tout à l'heure. Le TEVLAV fait également partie des 15 France Services actuellement qui ont ouvert donc à La Réunion depuis 1 an et demi. Étant entendu que sur les 15 France Services de La Réunion, nous en avons 13 qui sont situés dans ce qu'on appelle les hauts de l'île, donc soit en zone de mi-pente, c'est notre jargon local, soit en zone des hauts, donc zone de montagne proprement dit. Voilà donc un petit échantillon de la mobilisation du FEADER, donc des mesures 7, qui étaient dédiées donc à tout ce qui est équipement, aménagement en zone rurale, et avec cette entrée donc des portes de parc qui sont un petit peu la priorité chez nous en termes d'aménagement, de développement de ces territoires. Merci beaucoup pour cette ouverture et aussi la présentation. Justement, c'est ça qui est vraiment bien, d'avoir des projets FEADER très, très différents et des types d'investissements possibles qu'il y a pu avoir. C'est assez riche et merci beaucoup pour votre intervention. On va passer maintenant à la partie atelier du webinaire. Donc, tout le monde va pouvoir passer en mode Zoom atelier. Je vous rappelle juste que donc, le mois prochain, le webinaire du Réseau Rural National sera consacré aux démarches alimentaires territoriales et on aura la participation du réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir aussi des exemples de financement et d'initiatives. Et vous allez avoir un lien pour cliquer et accéder à l'atelier numéro 1 pour les personnes, les participants qui peuvent continuer à rester et qui ont des questions. Vous aurez un questionnaire et à la suite de ce questionnaire, vous aurez le lien et vous basculerez en atelier. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à tous les intervenants et merci à tous les participants. Vous pouvez retrouver après le live du webinaire et toutes les présentations qui ont été données sur la page thématique du site internet. On vous renverra aussi la liste de tous les participants et voilà, vous pouvez avoir les contacts aussi des intervenants pour leur poser des questions plus spécifiques par la suite. Merci et à tout de suite en atelier numéro 1. Au revoir.